Nous sommes à Nanteuil, dans le département des Deux-Sèvres. Implanté sur un espace de forêt en friche, ce village de 2000 hectares offre à ses 1700 habitants un cadre paisible. C'est une commune comme il y en a un certain nombre dans cette partie-là du département qui sont des communes extrêmement rurales. Mais au printemps 2012, le village sans histoire va se retrouver sous les feux des projecteurs. Le 6 avril, une femme âgée de 30 ans, que nous nommerons Laura, pousse la porte de la gendarmerie de Saint-Mexant-l'École, la ville limitrophe de Nanteuil. Cette femme explique qu'elle s'est rendue chez un professionnel thérapeute en médecine douce. Il semble qu'elle avait à ce moment-là placé quelques espoirs en cette personne pour la soigner et qu'au décours de cet examen qu'elle a pu avoir avec cette personne, il lui a été imposé, dit-elle, un certain nombre d'attouchements sexuels. Alors que s'est-il passé dans le cabinet de ce thérapeute en médecine douce? Qui est cet homme? Et Laura fera-t-elle d'autres révélations? À la gendarmerie de Saint-Mexant-l'École, Laura revient en détail sur son inquiétante relation avec le thérapeute en médecine douce. Tout commence en septembre 2011, lors de la première consultation. Elle était venue sur recommandation d'une amie, notamment. Elle souhaitait perdre du poids et elle avait vraiment investi l'idée que cette personne pourrait l'aider, puisque son amie lui avait garanti qu'il y aurait des résultats. Lors de ce premier rendez-vous, le magnétiseur, que nous appellerons Philippe, se montre très professionnel. Mais dès le second entretien, l'homme devient tactile et lui demande de se dévêtir totalement. Il lui indiquait que c'était pour faire passer les ondes. Les manipulations, les massages avaient vocation à faire passer les ondes qu'il y avait un certain nombre de points stratégiques. Et de lui-même, alors qu'elle était allongée sur le ventre, il lui a baissé la culotte en dessous des fesses et a pratiqué des massages appuyés. C'est donc lui qui a pris l'initiative de lui baisser la culotte à ce moment-là. Malgré le comportement du thérapeute, Laura poursuit les consultations. Au mois d'avril 2012, lors du 5e rendez-vous, le thérapeute franchit un ultime cap et viole Laura. On comprend d'abord qu'elle a un sentiment de trahison qui peut s'entendre, puisqu'elle se rend chez ce monsieur d'abord pour être soignée et qu'elle ne va pas comprendre immédiatement les raisons pour lesquelles il va lui imposer ces attouchements sexuels. Il y a manifestement un sentiment de colère et d'incompréhension. Le témoignage de Laura semble d'autant plus crédible qu'elle ne serait pas la seule victime de Philippe. Elle a fait une petite enquête de voisinage avec les proches et il s'est avéré que d'autres personnes avaient subi le même type de fait qu'elle. Elle a donc été impressionnée par la nature de ces faits et a réalisé qu'il ne s'agissait aucunement de magnétisme, mais purement et simplement des agressions sexuelles, voire des viols. Entre le 6 avril et le 6 juin 2012, une dizaine d'autres femmes se présentent spontanément à la gendarmerie de Saint-Mexant-l'École. Comme Laura, elles ont pris rendez-vous chez le thérapeute sur les conseils d'un ami. Les patients ou les patientes peuvent venir pour des maux très très divers. Certains viennent parce qu'ils ont mal au dos, d'autres viennent parce qu'ils ont des verrues, d'autres viennent parce qu'ils sont en dépression. Donc sur les premiers entretiens, il mettait les personnes en confiance en expliquant justement son passé, tout ce qu'il pouvait
les voyages qu'il avait pu faire, tout ce qu'il avait pu apprendre. Il faisait parler les gens, bien évidemment, sur leur vie, sur leurs problèmes, etc. Globalement, les premières séances, voilà, ce n'est que de la discussion. Et certaines victimes, justement, disaient se surprendre à lui confier des choses très personnelles, souvent des choses qu'elles avaient du mal à avouer dans leur cercle très proche. Mais rapidement, les discussions prennent une toute autre tournure. Lui avait expliqué à certaines victimes que le sexe était un petit peu ce qui régissait nos vies. Et donc qu'à partir de là, ça pouvait légitimer finalement certains de ces massages qui allaient un petit peu trop loin. En réalité, il expliquait aux personnes qu'il allait soigner leurs problèmes personnels en les libérant sexuellement. Au final, 2 nouvelles plaintes pour agression sexuelle sont déposées contre le magnétiseur. Alors comment Philippe se défendra-t-il face à ces graves accusations? Fera-t-il des aveux? Et depuis combien de temps sévit-il? Pour la première fois de sa vie, Philippe, 47 ans, se retrouve dans le collimateur de la justice. Originaire des Deux-Sèvres, il est le benjamin d'une fratrie de 8 enfants. C'est une famille particulière où on ne parle pas vraiment de la sexualité, si ce n'est que sous forme de grosses plaisanteries un peu grasses, un peu vulgaires. Il est le dernier de la famille, donc on se moque un peu de lui. Et lui, il est un peu coincé. En échec scolaire, Philippe se révèle être dyslexique et dysorthographique. Il est alors orienté dans une classe spécialisée dès l'école primaire. Il aurait été extrêmement malheureux, très solitaire, très isolé, soumis à des moqueries. Après son service militaire, Philippe enchaîne les petits boulots. Il endosse le costume d'ouvrier, puis d'agent d'entretien. En 2009, il décide de changer de vie et de s'installer sur la commune de Nanteuil. Sur le plan professionnel, c'est pas très clair. Parfois, il se présente comme magnétiseur, parfois comme thérapeute en médecine douce, parfois même comme acupuncteur. En réalité, ce qu'il explique, c'est qu'il a reçu un don qu'il attribue à son père et que ce don lui permet d'avoir des capacités en termes de magnétisme et donc il aurait la possibilité de soulager un certain nombre de maux par l'imposition des mains. Pour autant, le praticien ne possède aucun diplôme, lui permettant d'exercer son activité. Il se décrit d'abord comme un très très grand magnétiseur, ayant un don remarquable, capable de supprimer toutes les souffrances, de réduire les cancers. Marié une première fois en 1997, Philippe divorce, puis rencontre sa seconde femme en 2003. Avec elle, il retrouve une stabilité et fonde une famille. Il y a un portrait un petit peu plus nuancé de la part de sa première femme, qui décrivait quelqu'un de très violent et surtout de très porté sur le sexe, qui était très demandeur en termes affectifs. Le 6 juin 2012, le magnétiseur est interpellé et placé en garde à vue. D'emblée, il avoue ressentir de l'attirance pour certaines de ses patientes. Il reconnaît bien volontiers que ce que disent ces femmes s'est produit. Ce qui le matinera un petit peu par la suite, mais il explique que non, il n'a pas violé la loi, il a simplement, parce qu'il en avait le désir à un instant T, commencé à pratiquer des caresses sur ces femmes, et que dans la mesure où ça ne semblait pas poser de problème, il a pu recommencer un certain nombre de fois. Le même jour, les enquêteurs perquisitionnent son domicile de Nanteuil.
La perquisition qui a été effectuée, comme souvent dans ces cas-là, elle va viser à récupérer un certain nombre d'éléments, notamment d'informatique, puisque l'idée est de savoir si celui que l'on va placer en garde à vue fréquente ou pas les sites pornographiques, légaux ou illégaux. Et effectivement, l'ordinateur va être saisi, on va s'apercevoir que c'est le cas. Il a cette habitude, semble-t-il, de fréquenter des sites de pornographie. Après avoir mis sous scellé son matériel informatique, les gendarmes fouillent le cabinet du magnétiseur, installé dans le garage de sa propriété. Ils ont retrouvé effectivement des objets qui n'avaient rien à voir avec des soins particuliers, en tout cas avec une quelconque thérapie, notamment des préservatifs, des huiles pour des massages ou autres érotiques. Dans le cadre de l'enquête, Christelle, la compagne de Philippe depuis 9 ans, est entendue comme témoin. Elle est tombée des nues en fait, elle n'avait absolument pas conscience de ce qui se passait chez elle. Et c'est ça qui est terrible, c'est que ça se passait chez elle. C'était aussi à son domicile, à celui de ses enfants. Et avec l'enquête, elle a découvert ce qui se passait en fait dans la cave pendant que son mari recevait ses patients entre guillemets. Le 8 juin 2012, 2 mois après la première plainte, une information judiciaire s'ouvre au tribunal de Niort pour agression sexuelle par personne abusant de l'autorité. Il a été mis en examen à la suite de cette première garde à vue pour une série de 4 ou 5 agressions sexuelles de mémoire et placé sous contrôle judiciaire. Le juge des libertés de la détention, le juge d'instruction même, n'a pas jugé utile de l'incarcérer compte tenu de ce qu'il lui reprochait à ce moment-là, en tout cas. Alors le thérapeute reconnaîtra-t-il les faits de viol? Pourquoi n'a-t-il jamais été inquiété auparavant? Et surtout, a-t-il fait d'autres victimes? Le 9 juin 2012, le parquet de Niort décide de lancer un appel à témoins dans le journal local. C'est l'idée qu'il y aurait plus de victimes que celles qui se sont désignées spontanément. Et donc il y a carrément un article qui va paraître dans le journal et effectivement susciter quelques révélations de la part de femmes qui se disent victimes de celui-ci. Une cinquantaine de femmes prennent alors contact avec les services de gendarmerie et 14 d'entre elles acceptent de témoigner. Commence alors un long travail d'écoute pour les enquêteurs de Saint-Mexan-l'École et ceux de Niort qui viennent leur prêter main forte. Et systématiquement, on a retrouvé le même cheminement et la même situation que ce qui avait été décrit par les premières plaignantes. Parmi les témoignages recueillis, les gendarmes entendent celui d'une femme de 39 ans, que nous appellerons Aurélie. Elle aussi a pris rendez-vous chez le thérapeute, sur les conseils d'une amie. J'étais à un moment de ma vie de repli, peut-être un peu de solitude parce que je travaillais beaucoup, j'avais mal dans mon corps, dans mon dos, etc. Et le fait qu'il s'annonce comme guérisseur, comme personne qui allait pouvoir m'apporter un bien-être que je n'avais plus, c'était vraiment, mon corps n'était pas dans un état confortable, je lui ai fait confiance, évidemment. Comme pour les autres plaignantes, cette première séance au mois d'avril 2011 se déroule sans difficulté. Mais dès la seconde, Aurélie va déchanter. Il n'était pas exactement comme la première fois, c'est-à-dire moins jovial, beaucoup plus agacé, fin de journée, énervé, les yeux, on voyait que son regard n'était pas le même. Ma foi, je l'ai suivi. Rapidement, le magnétiseur demande à Aurélie de se déshabiller.
et dégrafe lui-même son soutien-gorge. Il a commencé à me toucher un sein. Puis tout en insistant, il avait des paroles déplacées, qui n'étaient pas dignes d'un médecin, qui n'étaient pas dignes d'une personne de confiance. Et puis, je lui ai demandé d'arrêter. Je me pense, ou en tout cas j'avais l'impression de lui demander d'arrêter, ça ne s'arrêtait pas. Et puis, il fallait qu'il fasse mon massage. Pour Aurélie, le calvaire ne fait que commencer. Donc il a commencé à masser le long du corps, les jambes. Donc il appuyait au niveau des jambes, il redescendait au niveau du sciatique. Il m'a demandé de me retourner. Et là, il a commencé à repartir des pieds, à remonter avec ses mains le long du sciatique, et puis d'approcher des lèvres, mais vraiment approcher des lèvres de manière tendancieuse. Et donc je me contractais, j'étais extrêmement mal. Il explique que jusqu'à ce que ça se produise, il maîtrisait plus ou moins les choses et qu'au moment où une espèce d'érotisation de la scène est en train de se dérouler, il perd un peu le contrôle des choses. Il se centre sur son propre désir et il a pu dire, dans ce qui m'a paru relativement lucide de sa part, qu'effectivement à ce moment-là, il n'avait plus beaucoup de préoccupations pour ce qu'elle voulait ou ne voulait pas. Et puis ces jeux malsains ont continué jusqu'à ce qu'il y ait pénétration, tout simplement. Il avait enlevé ses gants entre-temps, et plus ça allait, plus c'était violent, et je ne voyais pas comment ça allait s'arrêter. Tétanisée par la peur, Aurélie est incapable de réagir. J'étais seule, je n'étais pas sous l'effet de la panique parce que je ne voulais pas lui montrer. Je gardais un faciès concentré, dur. J'avais l'impression de crier à l'intérieur de moi, ça criait. Aucun son ne sortait. Jusqu'à ce que ce jeu qui était destructeur, qui était en train de me paralyser, s'arrête parce que je dis non mais c'est bon, ça suffit là, c'est bon. Il m'a dit oui, rhabillez-vous. Je me suis rhabillée et je suis partie. C'était effroyable. J'avais juste l'impression qu'un rouleau compresseur ne m'était passé dessus en fait. J'étais sale. J'étais victime. Elle n'a pas voulu déposer plainte, elle n'a pas voulu rentrer dans ce processus-là, en tout cas pas immédiatement. Et sur le plan des conséquences, ce qui était extrêmement grave, c'est que c'est une personne qui était déjà fragilisée, qui va voir quelqu'un quelque part pour être guéri, et qui au contraire ressort de là avec un nouveau traumatisme. Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Le 14 juin 2012, une autre victime est à son tour entendue. Face aux enquêteurs, Irène, 40 ans, raconte avoir eu 2 rendez-vous avec le magnétiseur les 13 et 19 avril 2012. C'était une personne qui était lourdement handicapée par des vertiges. Et donc là, c'était son second rendez-vous. C'est lui-même, le magnétiseur, qui allait la chercher dans la voiture pour l'accompagner chez lui, dans son cabinet. Il lui a prodigué certes des massages, mais qui est allé bien plus loin, puisque alors qu'elle était très affaiblie, l'a allongée sur sa table de massage jusqu'à la violer, mais également la sodomiser, voire il avait en tout cas entrepris de faire en sorte qu'elle lui fasse une fellation. Mais pour Philippe, il s'agissait d'un rapport consenti. Il reconnaît avoir eu des gestes qu'il qualifie lui-même de déplacés. Il reconnaît également qu'il y a pu y avoir une relation sexuelle, mais il explique qu'à aucun moment il n'a contraint cette femme. Pourtant, Irène souffre de la maladie de Ménière, une maladie chronique qui lui provoque de violents vertiges. Elle n'était absolument pas en mesure de s'opposer à lui. En effet,
peut le voir comme cela avec du recul, mais que sur le moment, dans la mesure où il lui a proposé et qu'elle n'a pas refusé, il a considéré qu'il pouvait être fondé à pratiquer ces gestes et à avoir cette relation sexuelle avec elle. Une version intolérable pour les parties civiles. Encore aujourd'hui, on entend des défenses d'hommes agresseurs qui disent « comme elle n'a rien dit, comme elle n'a pas dit non, j'ai pensé qu'elle était d'accord ». Ça, c'est terrible. À la fin de son audition, Irène porte plainte contre le magnétiseur. Le 19 juin 2012, le procureur de la République de Poitiers ouvre une information judiciaire criminelle pour viol sur personne vulnérable. Mis en examen pour la seconde fois en moins de 12 jours, Philippe est finalement placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Poitiers-Vivonne. Le fait de le savoir à l'écart, loin de son domicile, qu'il ne puisse plus exercer, qu'il ne puisse pas continuer, et le fait quelque part, même si c'est en amont, elles perçoivent ça comme une sanction. Déjà, quelque part, elles sont reconnues en qualité de victimes. Alors, quelle défense le thérapeute va-t-il adopter? Comment cet homme a-t-il pu passer entre les mailles du filet pendant aussi longtemps? Et d'autres victimes déposeront-elles plainte? À ce stade de l'enquête, Philippe aurait fait 23 victimes. Des femmes sexuellement agressées ou violées pour certaines d'entre elles. À Nanteuil, mais également dans la région tout entière, c'est la consternation. Il y a eu d'autres affaires effectivement de magnétiseurs, c'est arrivé, mais un nombre aussi important de victimes avec des faits particulièrement graves, puisque encore une fois on a quand même plusieurs faits de viol. C'était une affaire d'une certaine importance, oui. Grâce aux témoignages des plaignantes, les gendarmes de Saint-Mexant-l'École et de Niort réalisent que Philippe a usé de nombreux moyens pour asseoir son emprise sur elle. À commencer par l'emplacement de son cabinet. Le magnétiseur reçoit ses patientes dans le garage d'une maison perdue au milieu des champs. Le phénomène comme ça d'être à son domicile, avec un chien d'ailleurs qu'il possédait et qui était à l'extérieur, donnait aussi un sentiment d'emprisonnement, c'est-à-dire que c'était compliqué de sortir, il y avait une barrière, il y avait donc ce chien, et donc pour certaines victimes, ça leur a donné l'impression qu'elles n'avaient pas d'échappatoire, quoi. Arrivées devant la propriété du magnétiseur, les patientes ont pour consigne de laisser leur véhicule à l'extérieur et d'attendre que Philippe vienne les chercher. Il avait un volet roulant électrique ou je ne sais quoi, une grande baie vitrée. Systématiquement, il fermait ce volet roulant complètement. Il le barrait à clé, c'était fermé à clé. Mais une fois à l'intérieur de son cabinet, Philippe, qui ne possède aucun diplôme, devient maître de l'illusion. Il a soigné son cadre. Il n'a rien laissé à l'abandon, quoi. Il a soigné son image. La plaque, l'aspect professionnel du cabinet, tout ça, c'était pas laissé à l'abandon, quoi. C'était pensé, c'était pensé. Il avait un matériel professionnel qui laissait penser qu'il avait suivi des études de médecine. Il était entouré de livres médicaux. Il possédait un marteau réflexe, un tensiomètre, un stéthoscope, toutes sortes d'instruments qui laissaient penser qu'il avait de véritables compétences en matière médicale. Et donc il avait créé tout un décorum pour aller dans le sens de son discours. Là aussi, ça faisait partie finalement de la manipulation en réalité. Ça faisait partie de la manipulation de l'emprise, ça fait partie de ce système pour mettre les gens en confiance. Si le magnétiseur accueille des femmes de tous âges et issues de milieux complètement différents, elles présentent bien souvent le même profil psychologique.
Quand on va voir un magnétiseur comme ça, je crois qu'on attend quelque chose, on souffre, et puis on est prêt à faire confiance. Hein. On est prêt à faire confiance, parce que c'est là-dessus qu'il a joué. Les personnes sur lesquelles il a effectivement agi de la sorte étaient des personnes qui étaient extrêmement fragilisées. Donc, c'est d'ailleurs ce qui lui permettrait d'essayer d'arriver à ses fins. Mais je pense qu'il choisissait ses victimes par rapport à leur état de faiblesse. Installé comme thérapeute en médecine douce depuis 3 ans, Philippe pouvait avoir une douzaine de rendez-vous quotidiens, et principalement avec des femmes. Combien d'entre elles ont alors subi les assauts du magnétiseur? Il y en a peut-être en fait qui ne se sont jamais manifestés également, parce que au niveau des victimes, il y a beaucoup ce mot qui est revenu, c'était le mot honte. Elles avaient honte finalement de s'être un peu laissées berner, de s'être laissées mettre en confiance et de s'être laissées finalement un peu abuser. Aurélie a dû attendre près d'1 an avant de trouver le courage de porter plainte à la gendarmerie. J'ai appelé ma meilleure amie qui m'a dit « Tu sais, demain si tu portes plainte, ce sera ta parole contre la sienne. Est-ce que tu te sens prête à être bafouée? Est-ce que tu te sens prête à te battre? Est-ce que tu te sens prête de... Est-ce que quelqu'un est là pour te protéger ?» À tout ça, j'ai répondu non et je me suis tue. Jusqu'à ce que, dans la presse, un appel à témoins a fait ressurgir en fait tout ce que j'avais vécu. Et c'était le début de ma guérison, parce que c'était le début de mon combat. Parmi les nombreuses batailles que doit livrer Aurélie, sa confrontation avec Philippe dans le cabinet du juge d'instruction est l'une des plus difficiles à vivre. Il avait déjà été mis en comparaison avec d'autres victimes qui n'avaient pas réussi à lui faire avouer finalement qu'il avait été malveillant. C'est extrêmement délicat, c'est extrêmement dégueulasse. Et finalement, je comprends pourquoi certaines personnes n'ont pas voulu porter plainte, parce que c'est vrai que c'est violent. Qu'on soit prête ou pas, finalement, à chaque étape, j'ai revécu le viol. Dans le cadre de l'enquête, le magnétiseur est sujet à plusieurs expertises psychologiques et psychiatriques. Toutes font état d'une profonde carence affective chez cet homme au parcours scolaire et professionnel chaotique. C'est là où je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la revanche, hein, on peut parler de perversion, enfin cette revanche par rapport à cette histoire, son histoire. Et du coup, c'est une sorte de revanche, de faire vivre aux autres un petit peu une position d'humiliation. Ce qu'il a vécu, il le fait vivre, quoi. Donc il a eu, je pense, à un moment donné, un sentiment de toute puissance, certainement, hein, un sentiment de toute puissance et une désinhibition à un moment donné, puisque ça marchait. Hein, donc alors là, les verrous ont sauté et sans doute que ça allait de plus en plus loin. Clairement, pour moi, c'est un vrai manipulateur qui a parfaitement prémédité ses agissements, qui a travaillé son discours et qui a organisé finalement à la fois tout son environnement et sa présentation, quelque part, pour pouvoir aboutir à ce qu'il voulait. Une thèse contestée par l'avocat de la défense. Selon lui, Philippe n'a aucunement prémédité ses actes. Je ne pense pas du tout qu'au moment où il pose sa plaque, l'idée pour lui, c'est de faciliter la rencontre avec des femmes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ou de faciliter un accès à la sexualité qui lui aurait été plus compliqué sans cela. Il est, je crois, on peut au moins lui rendre cela, assez clairement établi dans ce dossier qu'il a la volonté, en tant que praticien en médecine douce, d'aider les gens. Au cours de l'instruction, Philippe évolue dans sa version des faits. S'il continue de nier les viols, il avoue finalement aux gendarmes avoir eu des rapports sexuels non protégés avec 5 de ses patientes. Il avait toujours eu l'impression, lui, qu'elles étaient consentantes, mais parfois, il a pu quand même expliquer
qu'il entendait a posteriori que ces femmes aient pu ne pas être d'accord avec cela, que tout cela ait pu être un vrai malentendu. Alors, quelle attitude adoptera le thérapeute lors de son procès? Comment les victimes vivront-elles cette ultime confrontation avec leur agresseur? Et surtout, quel sera le verdict? Le 18 février 2015, le procès du magnétiseur de Nanteuil s'ouvre devant la cour d'assises des Deux-Sèvres. Philippe, 50 ans, est accusé de viol et d'agression sexuelle sur 23 de ses patientes. Il y avait une grande attente en fait, des victimes par rapport au procès et aussi par rapport en fait, au comportement du magnétiseur qui a toujours nié en fait, des viols, des attouchements. Près de 4 ans après les faits, Aurélie n'a rien oublié des agissements du thérapeute. Donc je suis allée seule pour me défendre, pour faire valoir ma voix, pour le regarder en face, pour parler au nom de toutes ces victimes qui n'étaient pas présentes, qui n'ont pas souhaité parce qu'elles avaient peur pour différentes raisons. Donc j'étais prête, j'étais combattante. Mais alors qu'il risque jusqu'à 20 ans de prison, Philippe refuse de s'exprimer. Il ne veut absolument répondre à aucune question. C'est-à-dire que si on le disait avec des mots simples, il boude. Voilà. Il considère que de toute façon, ça fait 2 ans et demi qu'il essaie de s'expliquer, que personne ne l'écoute, que comme on le dit dans toutes les mauvaises séries télé dont il s'est abreuvé pendant ces 2 ans et demi de détention provisoire, tout ce que vous direz sera retenu contre vous, alors il décide de ne plus parler. Mais le silence du thérapeute ne plaide absolument pas en sa faveur. Un innocent, il parle quoi, il hurle, il dit qu'il n'est pas d'accord. Voilà, quand vraiment on est poursuivi pour quelque chose qu'on n'a pas fait, je peux vous assurer qu'on bouge. Dès le 2e jour de procès, les anciennes patientes du magnétiseur défilent à la barre et relatent ce qu'elles ont vécu dans son cabinet entre 2009 et 2012. Plus les victimes venaient l'une après l'autre, et plus il y avait effectivement une forme de sentiment de colère, d'injustice qui venait, qui devenait de plus en plus prégnant. Pendant les récits en fait, des agressions, lui avait parfois un rictus, un petit peu nerveux, levait un peu les yeux au ciel. Enfin, il avait un comportement vraiment détestable en fait, pendant tout le procès. Pour Aurélie, cette audience est avant tout l'occasion de faire face à son bourreau. Donc j'ai raconté les choses, je l'ai regardé beaucoup de fois. Je jouais beaucoup avec la voix, j'ai été rappelée à l'ordre plusieurs fois par le président parce que je n'avais pas le droit de le regarder, je n'avais pas le droit de parler en direct. J'attendais de croiser son regard, j'attendais qu'il compatisse, j'attendais, comme toutes les victimes, qu'il y ait un geste humain. Non. J'avais face à moi un homme qui était sûr de lui, qui riait, qui souriait, qui narguait, qui était hautain. Donc ça m'a donné encore plus la force, en fait, de dire les choses. Ce moment a été libérateur et en même temps extrêmement violent. Pour la première fois, je suis sortie et je me suis écroulée. Mon avocat m'a accompagnée, un policier est sorti également parce que j'étais vraiment, je ne pouvais plus parler. Les larmes avaient remplacé ma colère et les mots. J'étais en train de pleurer sur moi, de pleurer sur les victimes. D'être passée à la barre et d'avoir dit ce qui s'était passé, elles sont redevenues sujets. Alors qu'elles ont été traitées comme des objets, elles redeviennent sujets. Et on leur accorde la parole et la considération. Ça, souvent, ça permet de restaurer un peu quelque chose chez elles.
Libérées de l'emprise du magnétiseur, Aurélie et les autres plaignantes font bloc et affichent une grande solidarité. On ne se connaissait pas. Au bout de ces 3 jours, on ne se connaissait pas plus, en dehors du fait qu'on avait partagé les mêmes douleurs. On s'est épaulés. J'étais seule, elles étaient accompagnées et elles m'ont accompagnée. On s'est tenu la main. C'était des moments en fait de fratrie très forts. Jusque-là enfermé dans le mutisme, Philippe va finalement changer de ligne de défense au dernier jour de son procès. Il décide de s'exprimer librement, spontanément, et ça va être ce qui est assez curieux parce que c'est pas franchement le comportement qu'il avait pu avoir pendant toute l'instruction, pour expliquer qu'il n'a rien à se reprocher, que ces femmes sont là dans une espèce de complot qui est étourdi contre lui, qui vise à le faire tomber, on ne sait pas exactement pourquoi, et que puisque effectivement elles se connaissent toutes et que c'est par le bouche à oreille qu'elles sont venues les unes et les autres chez lui, elles ont parfaitement pu fomenter tout cela ensemble. Ça fait, je crois, un effet absolument dévastateur auprès des jurés notamment, et de la cour d'assises de manière générale. Le 20 février 2015, au terme de 3 jours de procès, le verdict tombe. Philippe est reconnu coupable de 12 viols et de 9 agressions sexuelles. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle, étant précisé que le ministère public avait requis 12 années. Donc on était au-delà. Ça peut paraître symbolique, mais le fait d'être allé au-delà des réquisitions du parquet, quelque part, pour les victimes, ça démontre la gravité des faits, quoi. C'est une forme de reconnaissance de la gravité des faits. Aujourd'hui, dans les Deux-Sèvres, l'histoire du magnétiseur de Nanteuil reste gravée dans toutes les mémoires. Aurélie, à l'image des autres plaignantes, tente désormais d'oublier cet épisode douloureux. Je me sens plus femme que jamais. Je me sens plus victime parce que justement, je suis allée me battre pour qu'il soit reconnu, lui, comme terroriste des femmes. Je pense que j'ai absorbé les choses. Je n'ai pas de problème à en parler. Je n'ai pas à m'en cacher. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas du tout honte. Par contre, c'est une blessure qui restera.